Bienvenue dans notre maison d'édition, IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Le paradoxe de la connaissance, la prédiction selon laquelle au XXIe siècle l'humanité est susceptible de viser l'immortalité, la félicité et la divinité risquent de fâcher, d'aliéner ou d'effrayer un certain nombre de gens, et quelques éclaircissements s'imposent. Premièrement, il ne s'agit pas de ce que feront la plupart des individus, au XXIe siècle, mais de ce que fera l'humanité collectivement. La très grande majorité ne jouera probablement, au mieux, qu'un rôle mineur dans ces projets. Même si la famine, les épidémies et la guerre régressent, des milliards d'êtres humains, dans les pays en voie de développement et les quartiers misérables, continueront d'affronter la pauvreté, la maladie et la violence, alors même que les élites recherchent déjà la jeunesse éternelle et des pouvoirs divins. L'injustice semble flagrante. Tant qu'un seul enfant meurt encore de malnutrition ou qu'un adulte trouve la mort dans la guerre entre narcotrafiquants, pourrait-on plaider, l'humanité devrait tout faire pour combattre ces fléaux. Ce n'est que lorsque la dernière épée aura été transformée en soc de charrue que nous devrions nous consacrer au grand enjeu suivant. Mais l'histoire ne fonctionne pas comme ça. Les desseins de ceux qui vivent dans les palais ont toujours été différents de ceux des habitants des quartiers défavorisés, et il y a peu de chances que cela change au XXIe siècle. Deuxièmement, ce tableau n'est pas un manifeste politique, mais une prédiction historique. Indépendamment du sort des bidonvilles, il est loin d'être évident qu'il faille viser l'immortalité, le bonheur et la divinité. Adopter ces projets pourrait bien être une grave erreur. Mais l'histoire fourmille de graves erreurs. Compte tenu de notre passé et de nos valeurs actuelles, nous risquons cependant de nous lancer dans cette quête, même si elle doit nous tuer. Troisièmement, chercher ne veut pas dire réussir. L'histoire est souvent façonnée par des espoirs démesurés. L'histoire russe du XXe siècle a été largement façonnée par les efforts communistes pour vaincre les inégalités, mais ils ont échoué. Ma prédiction met l'accent sur ce que l'humanité va essayer d'accomplir au XXIe siècle, non pas sur ce qu'elle parviendra à accomplir. L'effort pour triompher de la mort façonnera l'économie, la société et la politique future. Il ne s'ensuit pas qu'en 2100 les hommes seront immortels. Quatrièmement, et c'est le plus important, cette prédiction est moins une prophétie qu'une façon de débattre de nos choix présents. Si la discussion nous mène à d'autres choix, et que la prédiction se révèle fausse, tant mieux. À quoi bon en faire si elles n'ont pas d'effet? Certains systèmes complexes, comme la météo, sont indifférents à nos prédictions. À l'inverse, le développement humain est un processus qui y réagit. En fait, meilleures sont nos prévisions, plus elles engendrent de réactions. Paradoxalement, plus nous accumulons de données et augmentons notre puissance de calcul, plus les événements deviennent désordonnés et inattendus. Plus nous savons, moins nous pouvons prédire. Imaginez, par exemple, qu'un jour les experts parviennent à déchiffrer les lois fondamentales de l'économie. Aussitôt, banques, gouvernements, investisseurs et clients commenceront à utiliser ce nouveau savoir pour agir de manière inédite et prendre l'avantage sur leurs concurrents. Car à quoi bon de nouvelles connaissances si elles ne se traduisent pas par de nouveaux comportements? Hélas, le jour où les gens changent de comportement, les théories économiques deviennent obsolètes. Nous avons beau savoir comment l'économie fonctionnait dans le passé, nous ne comprenons plus comment elle fonctionne à présent, sans parler de l'avenir. Et ce n'est pas une simple hypothèse. Au milieu du XIXe siècle, Karl Marx a eu de brillantes intuitions économiques. Sur la base de ces intuitions, il a prédit un conflit toujours plus violent entre le prolétariat et les capitalistes, qui se terminerait par l'inéluctable victoire du premier et l'effondrement du système capitaliste. Marx était certain que la révolution commencerait dans les pays qui étaient le fer de lance de la révolution industrielle, comme la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, avant de se propager au reste du monde. Marx oubliait que les capitalistes savent lire. Au début, seule une poignée de disciples le prit au sérieux et lut ses écrits. Mais alors que ces brandons de discorde socialiste gagnaient des adeptes et en influence, les capitalistes s'alarmèrent. Eux aussi parcoururent Das Kapital et adoptèrent nombre des outils et intuitions de l'analyse marxiste. Au XXe siècle, tout le monde, des enfants des rues au président,
allait embrasser une approche marxiste de l'économie et de l'histoire. Même les capitalistes irréductibles qui résistaient avec véhémence aux pronostics marxistes firent usage de son diagnostic. Quand la CIA analysa la situation au Vietnam ou au Chili dans les années 1960, ce fut en divisant la société en classes. Quand Nixon ou Thatcher regardaient le globe, ils se demandaient qui contrôlait les moyens de production essentiels. De 1989 à 1991, George Bush a supervisé la chute de l'empire du mal communiste avant d'être battu par Bill Clinton aux élections de 1992. On a pu résumer la stratégie électorale gagnante de Clinton par cette devise. C'est l'économie, crétin. Marx n'aurait pas dit mieux. Adoptant le diagnostic marxiste, les gens ont changé de comportement. Les capitalistes de pays comme la Grande-Bretagne et la France se sont efforcés d'améliorer le sort des ouvriers, de renforcer leur conscience nationale et de les intégrer au système politique. Dès lors, quand les ouvriers se sont mis à voter et que le Labour ou les socialistes ont accédé au pouvoir un pays après l'autre, les capitalistes ont pu dormir sur leurs deux oreilles. Les prédictions de Marx sont donc restées lettres mortes. Les révolutions communistes n'ont jamais renversé les grandes puissances industrielles comme la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, et la dictature du prolétariat a fini dans les poubelles de l'histoire. Tel est le paradoxe de la connaissance historique. Une connaissance qui n'a pas d'effet sur les comportements est inutile. Mais si elle les change, elle perd vite sa pertinence. Plus nous avons de données et mieux nous comprenons l'histoire, plus vite l'histoire change de cap, et plus vite notre savoir se périme. Voici des siècles, le savoir humain progressait lentement, si bien que la politique et l'économie prenaient aussi tout leur temps. Aujourd'hui, notre savoir avance à vitesse grand V. Théoriquement, nous devrions comprendre le monde de mieux en mieux. Or c'est le contraire qui se produit. Nos nouvelles connaissances se traduisent par des changements économiques, sociaux et politiques plus rapides. Pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, nous accumulons encore plus de savoir plus vite, ce qui ne saurait conduire qu'à des bouleversements plus rapides et plus amples. Aussi sommes-nous de moins en moins capables de donner un sens au présent ou un tableau de l'avenir. En 1017, il était relativement facile de prédire à quoi ressemblerait l'Europe en 1050. Certes, des dynasties pouvaient tomber, des pillards inconnus vous envahir, et des catastrophes naturelles frapper, il n'en demeurait pas moins clair que l'Europe de 1050 resterait dirigée par des rois et des prêtres, que ce serait une société agricole, que la plupart de ses habitants seraient des paysans et qu'elle continuerait à souffrir terriblement des famines, des épidémies et des guerres. En 2017, en revanche, nous n'avons aucune idée de ce que sera l'Europe de 2050. Nous ne saurions dire quel genre de système politique elle aura, comment sera structuré son marché du travail ou quelle espèce de corps posséderont ses habitants. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.